Elle est partie littéralement de rien du tout pour devenir aujourd'hui entrepreneur multimillionnaire au Canada avec un patrimoine estimé à près de 30 millions de dollars. C'est un parcours ahurissant, c'est un parcours bluffant. C'est celui d'une dame qui a cru depuis petite qu'elle n'était pas destinée à être pauvre. Malgré toutes les circonstances qu'elle avait autour d'elle, elle s'est dit qu'elle pouvait y parvenir. Et le pays qui le lui a permis, c'est le Canada. Aujourd'hui, je reçois Iseline Gandao qui nous vient directement de Montréal pour réaliser cette interview afin de te faire connaître son parcours qui, j'en suis certain, va te bouleverser. C'est quelqu'un qui parle avec le cœur, avec la franchise et qui va te donner envie toi aussi de te dépasser, peu importe la situation dans laquelle tu passes en ce moment. Elle a tué au Canada le 7 juin lors d'un événement qu'elle organise qui va bientôt être sold out et pour lequel tu dois absolument prendre ta place parce que c'est typiquement le genre d'événement qu'on ne raconte pas. Il faut être là. En tout cas, moi, je serai là. Je l'ai confirmé, je serai là parce que ça vaut vraiment la peine de venir partager avec de telles personnes à un public qui, j'en suis sûr, repartira de là complètement changé. Est-ce qu'on peut réussir à s'épanouir au Canada en 2025? C'est une question que beaucoup de gens se posent et très peu osent dire la vérité. Entre les vidéos YouTube qui vendent le rêve et les témoignages décourageants qu'on entend dans les forums et dans les groupes de discussion, on a parfois du mal à cerner et difficile à comprendre, à savoir vraiment qui dit la vérité. Mais aujourd'hui, je te parle avec beaucoup de franchise, sans filtre, parce que moi-même, je suis immigrant au Canada. Je suis arrivé il y a quelques années, mais j'ai quand même beaucoup de retours, d'expériences que je peux partager avec toi. Et si tu es immigrant ou tu es dans le processus d'arrivée, écoute bien cette vidéo parce qu'elle peut vraiment t'aider. Tu vas découvrir des vérités qu'on cache, des erreurs à éviter, mais surtout aussi comment t'intégrer et comment vraiment réussir. Elle s'appelle Iseline Gandao. Je viens de la découvrir grâce au podcast de Philippe Simon de Investir au pays. Et dans cet entretien, la question qu'on se pose souvent quand on est à l'extérieur du Canada, c'est est-ce qu'on peut vraiment réussir au Canada en 2025? Est-ce que le projet d'expatriation reste encore un bon plan en 2025? C'est une question que beaucoup de gens se posent et très peu osent répondre honnêtement. Et vraiment, dans ce podcast, Iseline Gandao explique son parcours tout en exposant vraiment les défis auxquels on doit s'attendre lorsqu'on décide d'immigrer au Canada, les opportunités aussi qui se présentent une fois sur place et surtout comment faire, quelle stratégie mettre en place ou comment s'y prendre pour vraiment tirer son épingle du jeu dans ce pays, dans ce nouveau pays. Et tout est possible, c'est vrai, mais rien n'est gratuit dans le monde et il n'en est pas moins au Canada. Tu ne peux pas réussir sans effort et sans sacrifice. Donc tu dois savoir vraiment te mettre les priorités de ton côté et vite te prendre en main pour pouvoir justement réussir d'ici quelques années. Et c'est là l'autre question. Beaucoup de gens s'attendent à changer de vie catégoriquement une fois sur place en peu de temps. C'est vraiment difficile et parfois impossible. Lorsque vous arrivez, essayez de vous donner du temps. Et ne baissez pas les bras surtout. Et la clé surtout de la réussite au Canada, c'est la résilience, la persévérance. Et tant que vous avez ces caractères et ces qualités, ça finira toujours par aboutir. On va écouter un extrait. Et en passant, je ne suis pas payé pour, mais c'est mon devoir de passer l'information parce que moi je me dis, là, en 2025, c'est ça qui nous tue le plus, c'est le manque d'informations. Beaucoup d'immigrants, lorsqu'ils arrivent, restent dans leur bulle, ne sortent pas, ne s'informent pas, ne cherchent pas à savoir quelles sont les opportunités et qu'est-ce qui peut être bien ou bon pour moi. Alors ce sont des informations ou des événements auxquels on devait vraiment songer à participer quand on est sur place. Iseline Gandao, grâce au podcast de Investir au pays, moi je découvre et j'apprends comme vous qu'elle organise une conférence à Montréal le 7 juin. Ça peut être un bon investissement d'aller l'écouter. Ça te permet justement aussi d'élargir ton réseau
de rentrer en contact avec d'autres personnes qui sont ou qui peuvent être susceptibles d'être un avantage pour toi dans ton parcours au Canada. Alors, on va écouter ensemble un extrait de ce podcast. Si tu es intéressé à suivre la totalité de podcast, je te mets le lien de la vidéo dans la barre de description. Et je pense que Philippe l'a souligné, la billetterie pour la conférence, pour ceux qui sont intéressés, vous trouverez le lien dans la vidéo de Philippe Simon. Allez, on va suivre un extrait et après on revient pour une analyse. Merci Philippe de me recevoir suite à ton émission. Alors mon nom c'est Isline Gandao, je suis une fière native du Bénin, une véritable Amazone de Dahomey et je suis immigrante au Canada depuis 25 ans. Très bien. Qu'est-ce qui t'a amené au Canada? Déjà, peut-être qu'on va parler de ce que tu fais maintenant. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Je suis entrepreneur, Oui. Je suis professeur-chercheur universitaire de carrière, je suis conférencière, auteur, mais mon rôle le plus important qui m'occupe le plus, c'est que je suis mère. Et voilà, qu'est-ce qui me tient occupée la majorité de mon temps. Très bien. Tu as dit que tu étais entrepreneur. Tu fais quoi concrètement comme business? J'ai une douzaine d'entreprises que j'ai développées au cours des 20 dernières années. Donc, j'ai plusieurs entreprises, notamment dans le domaine de l'éducation, l'investissement immobilier, la construction immobilière, la prospection immobilière, la maroquinerie, les produits de luxe. Je suis aussi conférencière, donc je vends des programmes de formation. Je suis mentor business pour plusieurs entrepreneurs et je suis aussi présidente à la Chambre de commerce de Gatineau. Donc, j'ai quand même plusieurs chapeaux que je porte avec beaucoup de fierté. Les gens pensent en tout cas que ceux qui ont eu du succès ont eu quelque chose que eux ils n'ont pas. C'est pour ça que toi tu as réussi, que tu as les résultats que tu as et eux non. C'est pour ça que j'aime rentrer dans l'histoire des gens. Oui. Pour que les gens comprennent bien qu'en fait, c'est faux. Ces gens-là, ce sont des gens qui parfois même partent de plus loin que toi. Et qui pourtant ils ne sont pas venus. Je veux que tu nous racontes un peu ton histoire. Tu es né, tu as grandi où? Dans quelles conditions? Oui. Je suis née au Bénin dans une famille aimante. J'aime le préciser parce que moi, ça a été ma force. Mon père et ma mère étaient deux étudiants très pauvres et vivaient de la bourse étudiante du Bénin. Ils étaient étudiants en médecine quand ils m'ont eu. Donc, je suis née. Mon papa me disait souvent à la blague, Isline, quand tu es née, mon plus grand souci, c'était le prix du lait Nido. Parce qu'on se demandait si on allait pouvoir se le permettre pour que ta mère puisse aller travailler. On était pauvres, mais on était unis dans ma famille. Alors, mon père faisait vivre presque tout le monde du village qui venait nous visiter, restait là, avec le peu de revenus de sa bourse qu'il avait et des petits jobs de tuteur qu'il faisait. Donc, non, je suis née dans une famille pauvre. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai la rage contre la pauvreté. Je voulais sortir de cette pauvreté-là. Comment tu as vécu cette pauvreté, justement, oui? Moi, je me rappelle et je l'ai écrit dans mon livre « Riche ou pauvre », quand j'étais enfant, on n'avait pas mangé assez. Mon père et ma mère nous faisaient croire qu'on était des gens importants parce que eux sont mieux que le reste du voisinage. Parce que nous, on avait une maison en briques, puis le reste du voisinage avait des maisons en bambou. Donc, ils voulaient toujours me faire croire qu'on était quand même bien à l'aise. Mon père me disait toujours, toi, tu as des chaussures pour marcher, pour aller à l'école tous les jours. Moi, j'en avais pas. Donc, tu es déjà mieux parti dans la vie que moi. Mais moi, ce dont je me rappelle, c'est qu'on vivait en banlieue de la ville de Cotonou. On n'avait ni eau ni électricité. Alors, je ne pouvais pas croire qu'on était si bien que ça. Donc, je ne les croyais pas. Ils avaient beaucoup de fierté, donc ils voulaient me faire croire que tout allait bien. Mais une chose que ma famille m'a donnée, c'est l'amour. On a toujours été une famille soudée, aimante, et mes parents m'ont toujours poussée. Mon père se sacrifiait énormément pour me payer l'école élémentaire privée et l'école secondaire privée. Et moi, ça a été vraiment un bon départ pour moi. J'ai eu la chance d'aller à l'école Père-au-Pied, qui était une des meilleures écoles secondaires au Bénin. Et ça m'a vraiment donné le goût de la réussite et de l'excellence. Donc, non, je ne suis pas née d'une famille riche. La preuve, c'est que quand j'ai voulu aller au Canada et j'ai eu une demande d'admission au Canada, mon père n'avait pas les moyens de m'aider à avoir le visa, puis payer la caution que ça prenait pour avoir le visa. Alors, il a fallu qu'il vende des terres qu'il avait avec d'autres membres de la famille qui ont mis la main à la poche pour réunir la caution pour que j'aie mon visa pour aller au Canada. Et arrivé au Canada, j'ai commencé au bas de l'échelle. J'étais étudiante à temps plein. Les midis, je travaillais
travaillais à la cafétéria comme caissière, la cafétéria de l'université, et je faisais le ménage les soirs dans les résidences universitaires pour accumuler de l'argent. Je me rappelle que 3 ans à peine après être arrivée au Canada, j'ai été capable d'accumuler la mise de fonds pour acheter ma première maison au Canada. Et ça, je l'ai fait toute seule, sans l'aide de personne, en travaillant des petits boulots pendant que j'étudiais à temps plein. À l'époque, on pouvait encore acheter des maisons en tant qu'étudiante et moi, j'ai sauté sur cette opportunité-là. Ensuite de ça, à chaque année... Tu te rappelles combien tu avais acheté ta première maison? Ma première maison avait coûté 160 000 $ canadiens et ça prenait une mise de fonds à peu près de 8 000 $, 5% de mise de fonds et la banque, avec l'effet de levier, m'a emprunté la différence. Je tiens à souligner que je n'ai jamais pris à la légère cet engagement-là. J'ai tout de suite compris que l'immobilier était un effet de levier important au Canada et j'ai commencé à rénover cette propriété-là que j'ai revendue 2 ans plus tard avec un profit de 50 000 $. Et depuis, j'achète une propriété au moins par année. J'ai toujours réinvesti les profits de la vente de mes propriétés pour acquérir d'autres propriétés. J'ai acheté au fil des années plus de 12 propriétés résidentielles ainsi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à bâtir mon parc immobilier. Après ça, quand j'ai été en affaires, j'ai commencé à acheter de l'immobilier commercial, des centres d'achat, des édifices où il y avait par exemple des bureaux de médecins ou d'avocats, des psychologues que je loue et je collecte ainsi les loyers commerciaux. Et depuis, à chaque année, je m'achète au moins 3-4 édifices par année. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Je veux qu'on revienne sur le parcours. C'est vraiment très, très... Donc, tu fais tes études. En parallèle de tes études, tu fais des petits jobs qui te permettent de mettre de l'argent de côté. Et à l'époque, quand tu arrives à 8 000, tu donnes ça comme apport pour acquérir ton premier bien. Exactement. Donc, du coup, tu ne payes plus de loyer, tu intègres ton bien. Exactement. Mais tu rénoves ce bien. Et donc, du coup, tu viens dans une stratégie qu'on appelle, nous, ici, de l'achat-revente. C'est-à-dire que tu achètes un bien, tu le rénoves. Oui, le flip immobilier. Flip, c'est ce que vous appelez flip en Amérique du Nord. Oui. Tu rénoves ce bien-là, ton premier bien, et tu le revends avec une plus-value. Et donc là, tu réalises qu'il y a quelque chose à faire. Oui. Il y a quelque chose à faire. Et en parallèle de ça, tu es toujours en train de... Là, tu as commencé peut-être ta carrière, tu commences à travailler. J'ai étudié pendant longtemps, donc... Oui, parce que tu as eu beaucoup de diplômes. J'ai eu beaucoup de diplômes, j'ai étudié 12 ans. Après ça, quand je faisais mon doctorat, j'ai eu mon premier poste à temps plein de professeur-chercheur à l'université en 2008. Et c'était un très, très bon poste qui m'a permis de me propulser au niveau de ma carrière. Et là, j'avais enfin des revenus substantiels. Je gagnais plus de 150 000 $ par année en tant que professeur-chercheur. Et là, j'ai pu investir encore plus massivement en immobilier parce que j'économisais tout pour réinvestir, pour bâtir mon parc immobilier. Et donc là, à partir de là, en gros, tu te sers de ton salaire pour pouvoir obtenir des financements et tu te sers du crédit comme un levier pour te propulser. Excuse-moi, mais pourquoi les autres ne font pas ça? Parce que ce que tu dis là, ça semble être cohérent, ça semble demander bien évidemment de la discipline financière, mais c'est faisable. C'est faisable, mais c'est pas tout le monde qui est prêt à faire des sacrifices et c'est pas tout le monde qui a les connaissances. Moi, je te dirais que je suis un autodidacte. Donc, dès que je suis arrivée au Canada, je voulais comprendre le système. Puisque j'étais arrivée avec la mentalité d'être milliardaire, il fallait que j'aille vite. Une des choses que je faisais, c'est que j'allais dans des conférences. J'allais voir qu'est-ce que les gens disent et j'apprenais beaucoup sur l'Internet. Il y a beaucoup de sites sur Internet qu'on appelle Do It Yourself. Je me rappelle avoir appris à faire de la rénovation, à arracher des planchers, installer des planchers de bois, installer des murs de gypse, faire de la peinture. J'ai appris à faire beaucoup de choses par moi-même parce que si on doit toujours payer de la main-d'œuvre pour tout faire, on va pas vite. Donc ça a été une de mes stratégies pour moi-même commencer à faire de la construction. Après, j'ai commencé à faire de l'aménagement intérieur de la construction. J'ai développé ma propre compagnie spécialisée en aménagement intérieur et paysagement extérieur. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je fais. Comme je l'ai dit, j'ai plusieurs entreprises qui me chaînaient plusieurs sources de revenus. Et c'est une des choses que j'enseigne dans mes conférences aux gens. Si vous voulez aller vite et vous enrichir, il faut plusieurs sources de revenus. Vous ne pouvez pas vous contenter de 1 ou 2 sources de revenus. Il faut voir comment transformer vos talents en une idée d'affaires qui vous rapporte de l'argent, de sorte que vous gagnez beaucoup plus que ce dont vous avez réellement besoin. Alors moi, ça a été la façon que j'ai pu le faire. Une autre chose que j'ai faite, c'est que pendant des années, je ne me suis pas acheté quelque chose comme une grosse maison alors que j'en avais les moyens. Non, toute la possibilité financière que j'avais était utilisée pour investir. Donc, je me suis privée au niveau de ce que je pouvais me permettre. J'avais les moyens de m'acheter une grosse résidence et pendant près de 8 ans, je ne l'ai pas fait. Je ne faisais que réinvestir mon argent dans de l'immobilier
commercial qui me rapportait encore plus d'argent. Donc, il a fallu que je me sacrifie. En anglais, on dit delay gratification. Il a fallu que je retarde la gratification personnelle pour atteindre mon objectif. Très bien. Ça fait partie effectivement des principes. Justement, d'après toi, on a parlé de la connaissance, mais est-ce que la société de consommation au Canada n'est pas aussi un piège dans lequel cette diaspora-là tombe et qui fait que quand les gens arrivent, ils ont l'impression qu'ils ont peut-être le crédit facile, ils s'achètent une voiture, ils s'achètent un grand écran télé, tout ça à crédit. Est-ce que tout ça, ça ne plombe pas aussi les finances des gens? C'est possible qu'il y ait une certaine catégorie de personnes qui tombent dans ce piège de consommation. Et c'est aussi important de souligner que certaines personnes sont disciplinées, mais au Canada, on paye beaucoup d'impôts. Donc, les gens ne connaissent pas les stratégies pour, par exemple, payer moins d'impôts. Par exemple, au Canada, lorsque vous avez une entreprise, plutôt que d'être salarié, vous payez à peine 25% ou 26% d'impôts, alors que quand vous êtes salarié et vous êtes à des postes où vous gagnez plus de 100 000 par année, vous êtes imposé à 50% de votre salaire. Donc, si vous voulez vous enrichir, c'est pas avec votre salaire de professeur ou de comptable ou de médecin que vous allez vous enrichir. Il vous faut absolument avoir une entreprise pour être moins imposé. Le gouvernement considère que quand on est entrepreneur, on crée des emplois, donc on est moins imposé en tant qu'entrepreneur. Donc, c'est aussi des choses que j'enseigne dans mes conférences. Parce que si on garde le modèle salarié, même si on a des gros emplois, on finit par payer 50% d'impôts et on n'avance pas vite. Alors, très intéressant, la partie fiscale qui fait d'ailleurs toute la différence. Quelqu'un qui ne maîtrise pas sa fiscalité ne s'enrichira jamais. Exactement. Parce que tu ne peux pas devenir riche si tu ne maîtrises pas la fiscalité. Non, tu ne peux pas devenir riche en payant 50% d'impôts. C'est impossible. C'est impossible. Toutes les personnes fortunées du monde, si elles ne maîtrisent pas, ont des fiscalistes, payent des cabinets pour les aider à optimiser l'impôt. La gestion de l'impôt est à la base même de l'enrichissement. Alors, excuse-moi, mais Iseline, tu as dit toi-même que tu étais mère, donc tu es forcément en couple. Oui. En plus, tu es une femme, tu es noire. Ça fait beaucoup de barrières, on pourrait se dire. Les barrières, quand on est entrepreneur, il y en a tous les jours. C'est d'apprendre à être résilient, de se battre.